Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 12 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre épisode, le gouvernement veut changer plusieurs mesures concernant les avantages des PME. Un côté un peu baroque, d'un côté, prétendre soutenir l'entrepreneuriat et les petites entreprises, et d'un autre côté, durcir l'octroi d'un régime fiscal favorable, qui était important pour elles. Les artistes et éditeurs s'indignent contre la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT. On est scandalisé parce que ce type d'outils amusants pour les consommateurs est évidemment fabriqué grâce à des images qui ont été prises sans autorisation. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7, à la une. Actuellement, de nombreuses PME bénéficient d'un taux réduit d'impôt de 20% sur les 100 000 premiers euros de bénéfices, à condition que le dirigeant soit rémunéré au moins 45 000 euros. Mais le gouvernement veut augmenter le seuil à 50 000 euros et comme l'explique Thierry Litani, avocat fiscaliste, ce n'est pas tout. Eh bien, il faudra maximum 20% de ces 50 000 au titre d'avantages de toute nature. C'est-à-dire qu'on veut forcer les PME à attribuer plus de rémunération en numéraire à leurs dirigeants et décourager quelque part l'octroi de rémunération alternative sous forme d'avantages de toute nature. Actuellement, 3 grandes formes de rémunération alternative existent sous forme d'avantages forfaitaires que le gouvernement souhaite encadrer davantage. On peut citer notamment la mise à disposition d'un véhicule de société. On peut citer les stock options, donc le droit d'acheter des actions de l'entreprise ou d'une autre entreprise et éventuellement la mise à disposition d'un immeuble à titre privé consistant dans le logement du dirigeant. Dans le viseur de l'Arizona, les TPE, soit des entreprises à personne unique qui s'appuient sur des rémunérations alternatives. Ce sont des sociétés professionnelles, ce sont des sociétés abritant des professions libérales, ce sont des sociétés de management, ce sont des sociétés qui souvent sont, dont les actions sont possédées par une personne physique et qui ont un administrateur qui est aussi cette personne physique. D'après l'Écho, des milliers d'entreprises seront concernées par les nouvelles mesures de l'Arizona. 6 PME sur 10 risquent de perdre l'accès au taux réduit à l'impôt des sociétés. Thierry Litani pour terminer. Un côté un peu baroque, d'un côté, prétendre soutenir l'entrepreneuriat et les petites entreprises, et d'un autre côté, durcir l'octroi d'un régime fiscal favorable, qui était important pour elles et dont nombre d'entre elles bénéficient. La réforme fiscale est censée entrer en vigueur en 2026. Z sur 7, à la une. Miyazaki, Tintin ou le Starter Pack, plusieurs styles sont passés par ChatGPT et sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Malgré un engouement collectif autour de ce nouvel outil, le débat autour des droits d'auteur ne fait que s'enflammer. Frédéric Yang, délégué général de la SACD-SCAM. Les auteurs et les autrices et les éditeurs, on est scandalisés parce que ce type d'outils, un peu ici amusant pour les consommateurs, est évidemment fabriqué grâce à des images qui ont été prises sans autorisation. Donc on fait de l'argent, on fait de la promotion de ces services technologiques en ayant volé le travail des autres. Aucune plainte n'a été déposée par les studios Ghibli ou d'autres maisons d'édition, mais chez Casterman, l'inquiétude monte depuis la parution d'images imitant Tintin, comme l'explique le directeur juridique Robert Silène. En matière de droit d'auteur, le style n'est pas protégé. Donc le style d'un auteur ou un courant artistique n'est pas protégé. Donc n'importe qui peut techniquement s'inspirer de Miyazaki pour créer son propre dessin. Le problème ici, avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est à un tel degré de mimétisme, d'imitation même, qu'on n'est plus dans l'inspiration. Pour moi, on est vraiment dans de l'adaptation d'une œuvre préexistante. Et donc, pour moi, au niveau juridique, il y a un problème. Les éditeurs ciblent les plateformes d'intelligence artificielle, mais comme le souligne Frédéric Yang, une législation européenne existe, mais n'est pas en la faveur des créateurs. En Europe, on a essayé de négocier. Malheureusement, la Commission européenne a pris beaucoup trop
partie pour les fabricants d'IA, en espérant faire rattraper le retard technologique de l'Europe, blablabla. Mais en fait, en faisant ça, elle condamne les ayants droit à aller au tribunal. Une solution s'offre aux artistes, s'allier entre sociétés d'auteurs et d'éditeurs pour espérer faire le poids face à OpenAI ou Meta. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. Hamid Faljaoui vient donner son regard décalé sur l'accusation de délit d'initié boursier envers Donald Trump. Alors, est-ce qu'il y a manipulation ou pas ? Alors, personne ne peut vraiment dire qu'il y a eu manipulation aujourd'hui. En tout cas, il y a des soupçons très forts. Pourquoi ? Parce que le mercredi, le jour où il a fait sa volte-face par rapport aux droits de douane, le matin, il disait via son réseau social qu'il fallait acheter, que les actions étaient bradées. Forcément, comme il les avait taxées le lundi, ça a été un lundi rouge, un lundi noir pour le marché des actions. Et alors, c'est là où on parle de délit d'initié, c'est que après ce tweet sur son réseau, où il dit « il faut acheter », 4 heures après, il annonce qu'effectivement, on reporte ses droits de douane pendant 3 mois, 90 jours, sauf pour les États-Unis. Et donc, effectivement, on se demande, est-ce que c'est pas la plus grande manipulation des marchés de toute l'histoire ? Et les démocrates, ses opposants, et c'est naturel, se sont emparés de l'affaire, ont crié au délit d'initié, à la manipulation. Ils demandent que la SEC, donc le gendarme boursier américain, se saisisse de l'affaire et qu'il fasse une enquête. Et sans doute qu'il y aura une enquête, on en saura plus tard. Et que nous dit l'histoire et comment peut-on analyser ça sur le plan juridique ? Alors, il y a 2 réponses. Il y a une réponse historique, vous faites allusion à ça. Par exemple, il y a un moine franciscain qui s'appelait Occam et en fait, il a donné naissance à une théorie que les philosophes connaissent bien, c'est le rasoir d'Occam. Alors, ça date d'il y a 7 siècles, mais en gros, ce qu'il dit, c'est très simple. Quand vous avez plusieurs explications possibles, souvent, la vérité, c'est d'aller vers l'explication la plus simple. Je vous donne un exemple un peu trivial et un peu bébête, sans doute, vous m'en excuserez. Vous dormez la nuit chez vous, vous entendez tout d'un coup un bruit dans la cuisine. N'imaginez pas nécessairement que c'est un voleur ou un fantôme, c'est probablement le chat qui a renversé sa boîte de thon. Voilà, ça, le rasoir d'Occam vous dit aller plutôt vers cette direction-là. Et là, alors, si on l'applique pour Trump, oui, c'est vrai, on pourrait se dire, il a peut-être appelé des gens, il est en connivence avec des traders, des codes secrets, je sais pas quoi, ils se sont compris de ça. Mais la réponse peut-être la plus simple, effectivement, rasoir d'Occam, c'est quelqu'un qui tweete de manière très impulsive, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré, et souvent, c'est déjà arrivé par le passé, quand quelque chose se produit, il aime bien se donner l'impression qu'il est à l'origine de tout ça. Un peu comme quand le prix du pétrole a fortement diminué, il s'est approprié cette baisse du pétrole, alors qu'il y est pour rien. Si le pétrole baisse, c'est tout simplement parce qu'on anticipe une baisse de la demande, une baisse de la croissance, et parce que l'OPEP a ouvert les vannes. Et alors, sur le plan juridique, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais là, de toute façon, ce ne sera pas aussi simple à faire pour une simple raison, c'est qu'on l'oublie. En tout cas, ceux qui se déchaînent sur lui dans les réseaux sociaux, c'est que tout président de la République aux États-Unis, quand il entre, il doit déclarer sa fortune, au centime près. S'il a une demi-mobilette, on va le savoir, etc. Et donc, l'idée, c'est de vérifier qu'à la sortie de sa législature, il ne s'est pas enrichi. Donc là, la SEC va intervenir, elle pourra éplucher tous ses comptes et tout. Donc voilà, on verra si ça marche ou pas. Rappelez-vous qu'Al Capone ne s'est pas fait attraper parce qu'il a tué des gens, mais pour des raisons fiscales. Donc on verra. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Aujourd'hui, et pour terminer cet épisode, Nicolas Deltour vient donner son analyse sur la situation actuelle des marchés et les stratégies d'investissement à mettre en place pour ne pas tomber dans le piège de cette volatilité. Pour certains investisseurs, les instincts semblent difficiles à contrôler, surtout pour les primo-investisseurs, des gens qui se lancent maintenant sur la bourse parce qu'ils entendent que ça secoue un peu et donc qui s'improvisent un peu traders. Alors, il faut éviter tant les mouvements d'achat impulsif que les mouvements de vente impulsif. Il y a toute une série de mouvements qu'il faut prendre en compte. Les investisseurs les plus aguerris, qui en ont vu d'autres, ou les mieux conseillés, eux, pour le coup, restent plutôt fidèles à leur stratégie. C'est ce qu'on observe en tout cas. Ceux qui voudraient se lancer dans les marchés doivent donc se montrer vigilants. Certains investisseurs se mettent pour la première fois à boursicoter. Alors, c'est bien d'activer son épargne et de ne pas la laisser stagner sur son compte à vue, mais on assiste quand même de temps en temps à certains cas d'école. Exemple, imaginez le marché fait moins 5%. Certains se disent, voilà, c'est la bonne affaire, j'étais jamais rentré en bourse, c'est maintenant que j'y vais. Le lendemain, le marché rebaisse de 3%. Ils se disent,
je mets la deuxième moitié de mon cash disponible pour moyenner à la baisse, et puis le troisième jour, ça baisse à nouveau, et là, ils craquent et ils revendent en ayant perdu une dizaine de pourcents. Ça, c'est un cas d'école qu'on veut absolument éviter, mettre en garde. Si on investit, c'est dans la durée, la spéculation, le perfect timing, ça n'existe pas, c'est très rare, et en tout cas, ceux qui en profitent ne vont pas donner leur secret aux autres. Certains ont profité de cette chute pour se lancer en bourse. À tous ceux qui se reconnaissent dans ce scénario, et vu les statistiques, parce qu'on voit les volumes, ils ne sont pas si peu nombreux que ça. Ce qu'il faut, c'est résister à l'instinct, étaler beaucoup plus ses achats, quitte à rentrer dans la bourse, pourquoi pas, mais en étalant ses achats sur des plus petits montants et un peu plus dans la durée. Il ne faut pas oublier que la volatilité s'est installée, donc ça veut dire que pendant un moment, on peut avoir des journées à plus 5 et à moins 5, pendant un bon moment, il faut s'y habituer. Ça fait partie de la vie normale des bourses, en tout cas dans un contexte comme celui que l'on vit actuellement. Un de mes collègues postait récemment sur les réseaux sociaux qu'un crash, c'est quand les actions retournent dans les mains de ceux qui doivent les détenir et quittent les mains de ceux qui ne doivent pas les détenir parce qu'ils ne sont pas faits pour faire face à la volatilité. Voilà, je voudrais attirer l'attention des investisseurs sur ces faits-là aussi. Du côté des investisseurs, les mieux conseillés se sont montrés plus solides en matière d'investissement. D'un côté, en général, ce sont des gens qui ont déjà vu plusieurs crashs par le passé, qui ont pu observer la violence des rebonds, parce que souvent, les chutes violentes donnent suite à des rebonds violents, et c'est d'ailleurs un scénario qui s'est vérifié cette semaine. Nous, on n'a pas vu de capitulation dans nos clientèles, ou en tout cas très peu. Psychologiquement, c'est évidemment beaucoup plus facile pour ceux qui sont là depuis longtemps que pour ceux qui sont rentrés en janvier, mais l'histoire nous enseigne qu'il vaut mieux finalement attendre qu'il y ait au moins des rebonds avant d'agir. La patience semble finalement plus rémunératrice que les émotions. Et donc, la volatilité, ça joue dans les deux sens. C'est relativement rare d'avoir des crashs de 10% en 2 jours, mais ils ont été très souvent suivis de rebonds relativement violents. L'histoire nous apprend donc que, il faut suivre cette stratégie, suivre son horizon surtout, et plutôt que de vouloir spéculer. Il faudra donc faire preuve de patience envers ces marchés et continuer d'observer leur évolution au fil des semaines. Demain, Olivier Mouton reçoit Philippe Keren, l'actuel CEO de Solvay, pour parler de la restructuration du groupe en diverses entités pour mieux se spécialiser sur différents projets.